Eh bien, nous entrons dans le vif du débat avec Ildefonse Akpaki. Ildefonse, bonjour. Bonjour Elie. Ça fait un bon moment qu'on nous a pu retrouver sur notre antenne. Oui, ça fait un bon moment, mais on est là. Ok. Et j'avoue que j'ai eu de l'admiration en allant sur votre site, la gazette du Togo.com, où j'ai découvert assez de travail, de boulot fait par votre équipe. Courage à vous. Merci beaucoup. Oui, nous allons commencer par le sujet qui fait débat sur les réseaux sociaux. C'est par rapport à une possibilité de création de partis politiques par, bien sûr, ce que demandent certains fidèles ou certains sympathisants de Maître Dodji Apevon. Le quart s'effondre. Je voudrais à l'entame de cette émission saisir aussi l'occasion en tant que premier responsable de la Gazette du Togo pour féliciter la jeune équipe de Métropolis pour tout le travail que vous abattez. Merci beaucoup. Ceci dit, vous avez parlé du comité d'action pour le renouveau car qui s'effrite. C'est une information malheureuse, c'est un spectacle désolant auquel nous assistons depuis un certain moment. Les rumeurs qui ont circulé par rapport aux querelles intestines qui minent cette formation politique sont devenues aujourd'hui des clameurs. Bien sûr. Des clameurs qui ont débuté par des correspondances qui ont été échangées, d'abord venant du président d'honneur qui est Maître Abouibo lui-même, ensuite de l'actuel président en exercice Maître Dodji Apevon, et puis d'un des responsables en la personne du docteur James Amaglou. Les trois correspondances prouvent à suffisance qu'il y a une crise profonde qui mine cette formation politique. Aujourd'hui, le bilan qui a été fait pose un problème de représentativité des responsables de cette formation politique. Que Maître Apevon aujourd'hui ou que ses fans ou sympathisants lui demandent de créer une formation politique, une autre à part le cas, c'est de bonne guerre. Parce que... Vous pensez que c'est la solution? Je crois que, me référant à la première correspondance de Maître Yaovi Abouibo, il est mentionné dans cette correspondance que, et c'est sous la plume, la signature de Maître Abouibo, qu'un certain nombre de militants et de sympathisants sont venus le voir pour reprendre la tête. Pour demander son retour à la tête du parti des déshérités. Bien. Et je crois que tout a commencé comme ceci. Mais le hic dans tout cela, c'est que c'est Maître Apevon lui-même qui n'est pas arrivé à tuer le père. Tuer politiquement, je ne dis pas de tuer avec l'arme. Parce que en politique, dit-on d'habitude, il n'y a pas de sentiment. Vous dites donc que même après le départ d'Abouibo à la tête de ce parti, son nom planait toujours sur le parti. Vous voulez que je dise clairement que Maître Abouibo n'a jamais laissé le quart. Maître Abouibo, vous rappelez la dernière sortie de Maître Abouibo par rapport au problème de la constitution togolaise où il disait qu'il fallait offrir encore une possibilité à l'actuel chef de l'État de rempiler. Où il avait proposé un autre mécanisme. Il a fait en tant que qui? En tant que président d'honneur, alors qu'on sait très bien qu'il y a un président national. Qui porte l'idéologie du parti. Voilà. Cette intrusion me prouve à suffisance que Maître Abouibo n'est jamais parti de la tête et que Maître Apevon a ou agit depuis ce moment comme un valet, comme un garçon de course qui subit. Et je me suis rendu compte quelques années plus tard que Maître Apevon a compris qu'il fallait
ou qu'il avait fauté de ne pas tuer le père politiquement pour que lui-même, le manteau qu'il porte en tant que président national, qu'il essaie de le faire valoir. C'est ce qui pose aujourd'hui problème. Mais ce qui me dérange aussi, c'est que les informations font état que le mandat de Maître Apévon devait normalement expirer en octobre. Pourquoi on le presse aujourd'hui de convoquer un congrès? Et donc, ce qui veut dire qu'il y a une crise profonde. Et moi, j'avais fini une émission un jour avec un responsable de la jeunesse du CAR qui m'a fait cette confidence que les deux hommes n'arriveront plus à se parler. Et s'ils ne peuvent plus accorder leur violon ensemble, cela veut dire que de part et d'autre, on aura des intentions de se faire valoir, peut-être ailleurs, pour Maître Apévon, qui, en tant que politique, peut avoir l'idée de créer une formation politique, et de l'autre, Maître Aboibo, puisque lui-même il a dit dans sa correspondance que les gens sont, ses militants et ses sympathisants sont venus le voir pour qu'il reprenne la tête, peut peut-être garder le cas pour lui. C'est malheureux et c'est dommage. Oui, et Delphonse, certaines critiques estiment que beaucoup de nos leaders politiques de l'opposition se réclament démocrates, partisans de l'alternance, mais ne sont jamais arrivés à créer une certaine alternance au sein de leur parti politique. Je ne dirais pas que ce qu'il reproche aux responsables politiques de l'opposition est totalement vrai. Je prends juste l'exemple de la CDPA du professeur Léopold Ninevi, qui est parti une fois pour de bon et qui a laissé la main libre à Brigitte Kafu Adjamagou. Je prends le cas de Edem Kodjo, qui est parti et qui n'est plus revenu, qui ne s'immisce pas dans les affaires intérieures de sa formation politique. Il peut prendre part aux réunions, mais il ne le fait pas. Ces deux personnalités que je viens de citer ne le font pas comme Maître Aboibo l'a fait, ou le fait au cas. Et donc, c'est en partie vrai, c'est en partie faux. Je regrette qu'au sein de ces formations politiques de l'opposition, il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous vous opposez à un système et que vous soyez vous-même adepte des pratiques de ce système que vous combattez. D'où urgence de revoir les copies au sein des formations politiques de l'opposition. Oui, et Delphonse, ces divisions, ces frondes que connaît l'opposition toujours, l'opposition togolaise toujours, on a vu l'UFC s'effondrer, on a aujourd'hui l'ANC, l'UFC, aujourd'hui on tend vers encore une nouvelle formation politique qui sera donc fruit des désaccords au niveau du CAR. Tous ces feuilletons-là ne fragilisent pas la lutte politique au Togo. Vous savez que quand vous prenez ces deux cas que vous venez de citer, en dessous, il y a toujours eu la préservation des intérêts. Le CAR, selon des indiscrétions que nous avons eues, on a toujours taxé Maître Aboibo de toujours venir au secours du régime en place quand il tombe. On a également eu à dire qu'il y a des secrets, des accords secrets qui ont été faits et qui font des fois que Maître Aboibo a toujours soutenu le régime. La dernière révélation a été faite par Nicolas Lawson qui, donc, dans sa révélation, disait que Aboibo, après l'APG, est venu le voir à la maison pour lui dire que ne faisons pas encore les réformes, prenons encore un peu du temps parce que ces réformes vont être plus avantageuses pour l'UFC. Oui, justement, c'est de ça que je parle. Voilà ce qui se passe au niveau du CAR. Conflit d'intérêts, accords secrets, soutien du régime qu'on fait semblant de combattre, et puis j'en passe. De l'autre,
l'UFC, qui est devenu, dont la majorité des membres militants et autres sont aujourd'hui à l'ANC. Il a suffi seulement que M. Gilchrist Olympio surfe un tout petit peu sur la naïveté d'un certain nombre de responsables politiques de sa formation et que des esprits bienveillants le captent quand il n'était pas d'accord que M. Jean-Pierre Fabre soit candidat, alors qu'en secret, il avait des accointances avec le pouvoir. Combien l'accord UFC-RPT a coûté? Point d'interrogation. Alors, vous voyez, quand vous rassemblez tous ces faits-là, vous devez vous rendre compte que lorsque le jeu politique n'est pas clair, on ne peut que s'attendre à ce genre de choses. Je crois aussi qu'au niveau du cas, Maître Apévon, dans certains éléments revenus de l'Europe, a dit qu'il a des révélations à faire. Donc nous attendons que ces révélations se fassent pour que nous puissions tirer les leçons qu'il faut. Oui, vous le disiez tantôt, lorsque le jeu politique n'est pas clair, il est difficile d'aboutir donc à des luttes politiques. Cela me ramène à vous poser la question sur les réformes politiques aujourd'hui au Togo. Les réformes politiques au Togo, beaucoup se disent, oui, voilà, le camp au pouvoir le souhaite. Ceux qui sont de l'opposition le disent également. Nous souhaitons que les réformes aient lieu, mais qu'est-ce qui aujourd'hui empêche que ces réformes puissent être réalisées? Je crois que c'est la mauvaise foi de ceux qui dirigent le Togo. Je l'ai toujours dit. L'opposition n'est-elle pas en partie responsable? Je l'ai toujours dit et je le martèle. Mes propos m'engagent. Lorsque nous nous mettons dans la peau de quelqu'un qui dit « je veux », le tout n'est pas de dire « je veux faire ». Et que les actes qui doivent suivre les paroles ne sont pas conformes à ce que vous avez dit, on vous dira toujours que vous êtes de mauvaise foi, je crois. Lorsque nous entamons le sujet sur les réformes politiques au Togo, il faut situer les responsabilités. Et là, j'en viens à l'opposition, qui, à un moment donné, n'avait pas compris le jeu du pouvoir. Mais dans tout cela, je n'ai pas l'habitude d'accuser en tant que telle l'opposition. Je l'accuse parce qu'elle n'est pas arrivée à se battre comme cela se doit pour que les paroles de ceux qui nous dirigent ne se concrétisent pas. L'opposition n'a-t-elle pas raté l'occasion n'a-t-elle pas raté de saisir l'occasion à point nommé, surtout juste après l'élection législative de 2007? Je ne crois pas que cette lecture de la chose est juste. Je vous demanderai qu'est-ce qui s'est passé après les législatives de 2007 qui devaient normalement aider l'opposition à se mettre dans la peau réelle pour que se fassent ces réformes. Je rappelle que le 20 août 2006 a été signé l'accord politique global. En 2009, en février 2009, sur une radio étrangère, le chef de l'État actuel, M. Faure Gnassingbé, sur Radio Liberté FM aux États-Unis, comme il a toujours l'habitude d'annoncer ses bonnes intentions à l'étranger, disait qu'il allait faire les réformes entièrement, complètement, et qu'il s'engageait pour que ça se fasse, ces réformes. Les sons sont là aujourd'hui que nous avons diffusés. Mais j'ai été éberlué d'entendre quelques années plus tard le chef de l'État, lorsque l'opposition a posé, là j'en viens, après le problème des réformes, de la mise en œuvre des réformes, j'ai entendu le même qui a dit les réformes se feront au Parlement. Et puisque les activités, les travaux au niveau des CPDC ont toujours été un échec. Non. Je crois
que c'est la bonne volonté qui a manqué aux responsables politiques de ce pays. C'est là la bonne volonté. Et le manque de volonté politique, c'est d'inviter dans le débat. Et quand je vous ai parlé de 2009, je vous parle quelques années plus tard des années qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui où M. Faure Gnassingbé est revenu sur sa parole en disant que les réformes doivent être faites au Parlement. Alors que nous savons très bien qu'au Parlement, c'est la loi de la majorité qui prime. L'accord politique global n'a jamais dit que les réformes se fassent au Parlement. Parce qu'au préalable, il faut... Mais c'est le Parlement qui fait la loi. En définitif, le Parlement doit faire la loi parce que au niveau même des politiques, il faut qu'il y ait discussion. Il faut dégager un consensus. Et au terme de ce consensus, il faut que tout ce qui sera arrêté soit envoyé au Parlement comme projet de loi. Mais Delphonse, le cadre établi pour ce consensus, c'est les CPDC et qui n'ont jamais abouti. Pourquoi ça n'a jamais abouti? D'aucuns accusent également l'opposition, l'ANC ou l'UFC qui a boycotté ces réunions. Est-ce que le boycott d'une seule formation politique peut influencer la gouvernance de tout un État? C'est la deuxième force politique du pays. Non, je pose la question, non. Je crois très bien, comme je l'ai toujours martelé, que c'est le manque de volonté. Je continue mon analyse en vous disant que après que le chef de l'État ait dit que ça passe au Parlement, vous avez vu ce qui s'est passé le 30 juin 2014, où jusqu'aujourd'hui, je me cherche le Premier ministre qui est nommé conformément à l'article 65 de la loi fondamentale togolaise au sein de la majorité parlementaire. Alors, quand il veut prendre fonction, c'est devant le Parlement. Nous avons écouté à l'époque M. Aoumé Aterne Zounou qui a dit dans son discours programme qu'il fera les réformes. Mais la majorité aujourd'hui au Parlement, c'est la formation du chef de l'État au pouvoir. Mais cette même majorité a voté pour le discours programme. Mais quelle n'a pas été notre surprise que le 31 juin 2014, le chef même de cette majorité, puisque le Premier ministre est devenu le chef de cette majorité, envoie un projet de loi que sa formation politique même rejette. Incongruité politique. La pomme de discorde, selon les indiscrétions que nous avons pu avoir, ça a porté sur ceux qui voudraient ou ceux qui sont partisans donc de remettre le compteur à zéro. Lorsque nous avons la gestion d'un État, je voudrais qu'on me dise aujourd'hui que M. Faure Gnassingbé n'a pas fait de mandat avant qu'on ne pose le problème de limitation de mandat présidentiel au Togo. Pourquoi doit-on remettre à zéro le compteur? On ne l'a jamais dit. Il y a des informations qui ont fusé de la sorte. Mais ce qui choque l'entendement humain, c'est qu'on nous dise qu'on remette tout à plat et qu'on revienne. Tout comme si, dans le même pays, il n'y a pas des gens qui peuvent être élus comme chef de l'État et continuer de gérer les affaires. Ceux qui s'inscrivent dans cette logique brandissent le principe de la non-rétroactivité de la loi. Ça n'a jamais existé, le principe de la non-rétroactivité de la loi lorsqu'il s'agit d'une loi générale, c'est-à-dire constitutionnelle. J'en ai pour preuve. En 2002, lorsque la chambre d'enregistrement, je pèse très bien mes mots, du RPT, avait modifié la loi, où feu le général Eyadema, qui a été élu sur la base de la Constitution de 1998, la Constitution initiale, oui, ne devait pas se présenter
en 2003. Mais nous avons vu des ténors du RPT qui se sont regroupés à l'INFA de Tové, qui ont dit que le peuple veut que le général Eyadema, feu le général Eyadema, passe en 2003. Mais après la marche de l'INFA de Tové, puisque l'Assemblée nationale à l'époque était monocolore, on a fait passer la loi en 2002 et en 2003, la loi a pris effet. Cela veut dire tout simplement que devant une loi générale telle que les lois constitutionnelles, l'application est immédiate. Le principe de la rétroactivité de la loi, nous l'observons dans l'introduction à l'étude du droit en première année. Bien sûr. Avec la loi pénale. Mais ici, on n'est pas au pénal. On est devant une loi générale, une loi constitutionnelle. Et plus encore, c'est au niveau des dérogations qu'on nous parle de ce que la loi peut prendre effet à partir de tel moment. Mais en face d'une loi générale, non. J'ai dit, et je le dis plusieurs fois, à qui veut m'entendre, que le chef de l'État lui-même sait très bien qu'en 2014, si on procédait à la mise en œuvre de la loi constitutionnelle togolaise qui limitait les mandats présidentiels, il n'allait plus prendre part à la présidentielle de 2015. Il le savait. Parce qu'il a justement des conseillers juridiques qui sont là. Même si aujourd'hui, ils sont devenus des mercenaires au col blanc, je crois, très bien, je crois que la loi constitutionnelle est d'application immédiate. Je crois aussi que c'est pour ça que le parti au pouvoir tourne en bourrique tout le monde. Après, le Parlement qui a échoué en 2014, le chef de l'État est encore revenu. Aujourd'hui, il nous parle d'une commission d'intellectuels, d'universitaires. Or, au prime abord, il avait accepté en 2009 de faire. Est-ce que la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que le chef de l'État avait eu besoin de ces universitaires et intellectuels en 2005 quand on tripatuait la Constitution pour faire de lui un ministre, pour faire de lui un député, un président de l'Assemblée, un président de la République par intérim? Mais c'est la grande question qu'il faut se poser. Dans la logique de la réconciliation, il estime qu'aujourd'hui, il faut un consensus autour de la question des réformes. Le consensus a été trouvé depuis qu'on a signé l'accord politique global. Est-ce que vous vous rendez compte? Lorsque vous et moi, nous sommes là... La PG n'a pas défini clairement, les lois portant sur limitation de mandat et autres. Non, ça se trouve. Si j'ai bonne mémoire, vous prenez le chapitre 3 de l'APG, tout est clair. Je suis très malheureux. Après le travail de la CVJR, qui a demandé de retourner à la constitution initiale. Oui, dans les recommandations de la CVJR, on lit clairement. Qui en réalité limite le mandat présidentiel. Mais je me demande pourquoi les gens ne veulent pas. Est-ce que, lorsque le chef de l'État sur la radio allemande Deutsche Welle, concernant justement la limitation des mandats présidentiels au Togo, lorsqu'il nous dit qu'il faut tenir compte des réalités du Togo, mais ça m'a fait sourire. Parce que justement, la formation politique qui avait en 2005 voulu qu'il prenne les rênes et qu'il a proposé en tant que candidat, cette même formation politique, à l'époque, avait demandé aux Togolais de voter oui pour la constitution de 1992. Et le général Eyadema, qu'est-ce qui a changé au Togo? Qu'est-ce qui a changé pour qu'on nous parle aujourd'hui de réalité? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour qu'on nous parle de tradition? Vous vous rappelez que lorsque nous parlons, et là il faut être... Mais quand vous parlez de tradition, beaucoup de constitutionnalistes africains estiment qu'il faut quand même aménager les constitutions, les lois fondamentales des pays africains par rapport à leur réalité. Oui, mais par rapport à la réalité, le chef de l'État parlait de tradition sans nous dire
Laquelle? Qu'est-ce qui a fondamentalement changé au Togo, à part le décès du chef de l'État, pour qu'on remette en cause la constitution de 92? Je crois que normalement, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Parce que les gens ont l'intention d'aller à une 5e république, a-t-on appris, avec un septennat. C'est-à-dire qu'au moment où même on nous disait qu'il faut remettre tout à plat, il faut remettre le compteur à zéro pour que le chef de l'État actuel rempile comme cela se doit, il faut se poser la question de savoir si c'est la Constitution qui pose problème ou bien c'est le respect même des dispositions de cette Constitution qui pose problème. J'en ai pour preuve. Lorsqu'on jette le dévolu sur la Constitution togolaise, qui, selon certains acteurs politiques ou bien observateurs politiques, souffre de quelques manquements, je me pose la question de savoir si c'est vrai. Oui, quelque part, oui. Mais est-ce que c'est ça qui fera en sorte qu'on ira à une 5e république? Quand on sait très bien que les dispositions de la Constitution que nous avons aujourd'hui, ces dispositions ne sont pas respectées à la lettre. Article 74 de la Constitution togolaise fait obligation au chef de l'État de présenter l'état de la nation devant le député au moins une fois l'an. Barack Obama en a fait la dernière fois. Est-ce qu'il l'a fait une seule fois? Il boucle son 11e ou bien sa 11e année à la tête de l'État togolais. Est-ce qu'il a une fois fait? Vous avez entendu M. Faure Gnassingbé faire l'état de la nation togolaise? À la célébration à la célébration, bien sûr, de la souveraineté du pays, c'est-à-dire de l'indépendance, le chef de l'État dresse quand même le bilan. Le constitutionnaliste togolais n'est pas fou. Il dit, le chef de l'État se présente devant les députés, les élus du peuple. Le constitutionnaliste n'a pas dit de dresser le bilan à travers un discours. Puisque les députés qui ont reçu pour mission le contrôle de la gestion de l'action gouvernementale auront des questions à poser au chef de l'État. Ça, c'est l'article 74. L'article 145 lui fait obligation à lui et à un certain nombre d'autorités de déclarer leurs biens et avoirs. L'a-t-il fait? Ça fait 11 ans qu'il dirige le Togo. Est-ce que c'est la Constitution qui pose encore le problème? Ou bien c'est le respect même de cette Constitution qui pose problème par ceux-là même qui sont garants de cette Constitution-là? C'est pas ça. Il y a une petite anecdote qu'un ami racontait sur les institutions togolaises qui devaient être au point. Et il me disait, mais M. Delphonse, en 2005, M. Faure est arrivé au pouvoir. Mais vous avez vu ce qui s'est passé par la suite. Il a démissionné. Alors, je lui ai dit que l'arrivée même de M. Faure Gnassingbé à la tête de l'État togolais en 2005 était un coup d'État constitutionnel. Et que j'ai été très peiné de voir le président de la Cour constitutionnelle du Togo accepter le serment de quelqu'un qui est bénéficiaire d'un coup d'État constitutionnel. Je reprends. On est revenu aux élections après. Je reprends. Il y a eu mort d'homme avant qu'on ne revienne aux élections. Est-ce qu'il fallait respecter la Constitution lorsque l'article 65 qui pose le problème de la vacance du pouvoir, constaté par la Cour constitutionnelle elle-même, est-ce que la loi fondamentale togolaise donne ce privilège à l'armée d'imposer M. Faure Gnassingbé? Non. Parce que lorsque vous prenez l'article 147, une disposition spéciale fait de l'armée togolaise une armée apolitique, républicaine au service du peuple. Maintenant, que s'est-il passé pour que le président de la Cour constitutionnelle, parce que l'institution là qu'il dirige a reçu un coup de la part de l'armée togolaise, et que le président accepte le serment de quelqu'un qui a été bénéficiaire d'un coup
L'armée justifiait cet acte par le fait qu'elle voudrait protéger donc la nation. Non. La loi dit, lorsque la vacance du pouvoir est constatée par la Cour constitutionnelle, c'est le président du Parlement, de l'Assemblée nationale, qui prend les rênes, qui assume l'intérim intérimaire, et qui organise 30 jours après une nouvelle élection. C'est d'ailleurs pour ça que l'article 144, disposition spéciale de la loi fondamentale togolaise, a dit qu'en période de vacances ou en période intérimaire, aucune modification de la Constitution n'est permise. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du 5 février 2005? Coup d'État constitutionnel. Lorsque vous rassemblez tous ces éléments-là, vous les mettez ensemble, et que vous vous rendez compte que le 25 février 2005, lors de sa prise, ou bien de sa première prestation de serment, après le coup d'État constitutionnel, le chef de l'État togolais actuel, M. Faure Gnassingbé, a fait savoir aux Togolais que son père lui a dit de ne jamais laisser le pouvoir. Vous vous rendez compte que tout ce scénario qui se fait, mise en œuvre des réformes constitutionnelles, limitation de mandat et tout, résulte d'un schéma qui a été bien préparé. Aujourd'hui, on nous a parlé du H-Crew. Je crois que quand vous prenez le livre blanc du gouvernement élaboré, le mandat qui a été donné au H-Crew n'est pas ce que le H-Crew a fait la dernière fois. Non, le H-Crew même a eu quand même a eu à l'avouer qu'il n'a pas mandat de faire les réformes, mais de faire cet atelier initié la dernière fois avait pour objectif juste d'amener donc de créer un cadre, puisque c'était dit. Est-ce que c'est la mission qui est confiée au H-Crew? C'est la réparation des dommages. Le livre blanc l'a bien spécifié. Bon, maintenant, les travaux ont pris fin, ça fait bientôt un mois. La suite à réserver, c'est quoi? Dites-moi. S'il n'y a pas un manque de volonté, la suite à réserver. Et je vous rappelle qu'il y a eu au moins 3 CPDC. La première, c'est celle qui a été rénovée, et puis celle qui a été réaménagée. Tout a été fait comme l'a dit Nicolas Losso. J'ai eu la confirmation des responsables de la CDPA qui a dit même que tout le travail qui a été fait a été résumé en des articles sous forme de projet de loi. Mais il s'est fait que c'est seulement le représentant du RPT qui avait dit non. Nous ne sommes pas d'accord pour la limitation de mandat. Vous savez, le problème de réforme constitutionnelle réside justement en l'article 59 de la Constitution togolaise, où les gens ne veulent pas qu'il y ait une limitation depuis qu'ils ont sauté le verrou de la limitation des mandats au Togo. C'est ça. Et puis, pour finir, lorsque M. Macky Sall est arrivé au pouvoir, pour vous dire que, ou revenir un tout petit peu sur la question de la rétroactivité ou non rétroactivité de la loi constitutionnelle, M. Macky Sall avait dit que le septennat au Sénégal, je le ramène au quinquennat. Et quand la commission a été mise sur pied pour l'élaboration de cet article, l'article 27 de la Constitution sénégalaise, on a lu dedans que l'effet, c'est à compter de son mandat. Mais vous savez que c'est la Cour constitutionnelle sénégalaise qui a dit non. Ça ne peut pas se faire comme ça. C'est juste pour vous dire que tout ce qui a été dit sur la rétroactivité ou non de la loi constitutionnelle est un faux problème. Un problème qu'on a créé de toutes sortes pour casser ou bien pour abattre les Togolais. Et je regrette que certains de nos confrères journalistes ont gagné gros là-dedans.
en trompant le peuple. Mais je sais, La démocratie permet qu'il y ait divergence d'opinion, divergence d'opinion d'analyse. dans la légalité, mais pas dans l'incongruité, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut que nous construisions un État, pas un État de voleurs, de menteurs, mais un État de patriotes. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à vous, Idelphonse Akpaki, c'est ça votre nom. Nous allons aborder un dernier sujet en quelques minutes, 2 minutes au plus. Il y a 8 ans, le 15 août 2008, le corps nu et sans vie de l'opposant togolais Joachim Atouchek Kokouvi Agoubli a été retrouvé sur une plage de Lomé. Le pouvoir togolais avait promis de faire toute la lumière sur la mort tragique du journaliste, historien en politique togolais. 8 ans après. Je voudrais, avant d'aborder le sujet, m'incliner devant la mémoire de ce illustre personnage politique. Oui. C'est des icônes qui ont marqué l'histoire togolaise. C'est malheureux que 8 ans après, qu'on ne soit pas à même de dire au peuple togolais, ou qu'on ne soit pas à même d'exhiber au peuple togolais un rapport d'enquête. D'abord, les auteurs. Un rapport d'enquête. Les circonstances dans lesquelles M. Agbobli est décédé. Parce que le comble, c'est que d'une clinique de la place où il avait eu des malaises et hospitalisé, on l'a retrouvé sur une des plages de Lomé présentant des hématomes. Les spécialistes à l'époque avaient dit que ces hématomes qui étaient sur le corps de M. Agbobli étaient des traces de torture. Mais si 8 ans après, on n'est pas arrivé à connaître les auteurs de cet assassinat lâche et odieux, je crois qu'il a péril en la demeure. Nous devons avoir peur. Parce qu'au-delà même de ce décès tragique de M. Agbobli, nous devons poser d'autres problèmes. Ces braquages qui ont eu lieu entre-temps, et certains ont été sanctionnés par mort d'homme, et dont le ministre de la Sécurité est monté au créneau pour dire que des enquêtes sont en cours, comme celle de feu M. Agbobli, on n'a jamais eu de réponse. Ce qui... Mais Idelphonse, dans certains cas, où par exemple en France, on voit que les enquêtes prennent des fois des années. Vous savez que lorsque nous abordons un certain nombre de problèmes, je prends juste le cas de M. Agbobli. Si des enquêtes minutieuses ont été faites, j'ai dit tout à l'heure que d'une clinique de la place, il s'est retrouvé sur la place, sur une des plages de Lomé. Lorsque les agents de renseignement ou les enquêteurs ont un certain nombre de pièces à conviction ou un certain nombre d'informations, il est très facile d'aboutir au but.